ID Quantique, donc une société suisse. Et puis aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu des technologies quantiques qu'on développe dans cette société. Alors aujourd'hui, on a beaucoup parlé de quantum computing, et puis surtout, on a beaucoup parlé de ce qui est les promesses de calcul que nous offrent ces ordinateurs quantiques. On a peu parlé aussi des potentielles menaces que ça pose sur nos systèmes de cryptographie aujourd'hui. En effet, avec le développement d'ordinateurs quantiques suffisamment puissants, on pourra faire tourner des algorithmes de Shor qui briseraient une grande partie, en tout cas, des systèmes d'encryption qui sont utilisés aujourd'hui sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, dans la vie de tous les jours. Heureusement, les technologies quantiques apportent aussi la solution à ce problème avec tout ce qui est les technologies de quantum communication. C'est pour celui-là. Là, donc c'est sur cet axe que ID Quantique se pose principalement. C'est vraiment essayer de développer des technologies pour sécuriser les communications face à la menace des ordinateurs quantiques. Aussi, on travaille beaucoup sur le développement d'instrumentation, donc tout ce qui est relié au quantum sensing. Notamment, on développe beaucoup des détecteurs de photons uniques. Personnellement, je travaille sur des détecteurs de photons supraconducteurs, donc je vais vous parler un petit peu aujourd'hui. Alors, la vision qu'on a à ID Quantique, c'est vraiment d'avoir dans le futur un Internet qu'on pourra appeler quantique, où toutes les communications, tous les liens entre les différents utilisateurs, donc les utilisateurs privés, les utilisateurs aussi industriels, des communications avec des ordinateurs quantiques, avec le cloud, tout se fera de façon sécurisée avec des systèmes de communication quantique. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Je vais vous parler premièrement du développement d'un générateur de nombres aléatoires quantiques, donc qui est vraiment à la base de la sécurité pour les systèmes d'encryption. C'est un générateur qui aujourd'hui est implémenté dans certains téléphones en Corée. Et puis je vous parlerai aussi donc, de détecteurs supraconducteurs qui pourraient avoir certaines applications dans le quantum computing que je vais détailler dans cette présentation. Alors, avant de continuer, juste quelques mots sur la société. Donc, la société a été fondée en 2001 par 4 physiciens de l'Université de Genève. Depuis, la société a bien grandi, notamment depuis 2018, suite aux investissements de SK Telecom, donc un opérateur de télécom en Corée du Sud, et puis également Dutch Telecom. Et aujourd'hui, on compte plus de 100 employés, avec toujours un grand pôle de recherche. Près de la moitié des employés sont soit ingénieurs, soit scientifiques. Et ça nous a permis aussi, ces investissements, de nous étendre à l'international. On a commencé avec un bureau à Genève, et aujourd'hui on a des bureaux aussi aux États-Unis, à Boston, et en Corée du Sud, à Séoul. Donc, la société est divisée en 2 business units principales. On a la partie qu'on appelle Quantum Safe Security, donc tout ce qui est distribution quantique de clés, donc pour sécuriser les communications, développement de QRNG pour générer des clés qui sont sécurisées pour les systèmes d'encryption, et puis donc toute la partie Quantum Sensing. Alors je vais commencer par la partie Quantum Sensing et puis le développement de notre QRNG. Donc comme je disais, un générateur de nombres aléatoires est vraiment à la base des systèmes d'encryption. On a besoin vraiment d'avoir des clés qui sont parfaitement sécurisées pour avoir des systèmes d'encryption qui sont sûrs. Alors, pourquoi utiliser ce qu'on appelle un générateur de nombres aléatoires quantiques? L'avantage, c'est qu'avec les phénomènes quantiques, on sait qu'on a un phénomène qui est intrinsèquement probabilistique. Ce n'est pas comme un système d'ensemble où on va avoir de l'aléa qui vient simplement du fait qu'on ne connaît pas tous les paramètres du système. Ici même, en connaissant tous les paramètres du système, on va avoir quelque chose qui est parfaitement sécurisé, donc ce qui rajoute une couche de sécurité supplémentaire au système. Alors maintenant, si on veut apporter cette technologie au grand public, on veut pouvoir avoir un QRNG dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, on a besoin d'avoir un système qui répond à certains besoins. Notamment, on a besoin d'avoir quelque chose qui est facile à produire et à faible coût. Ça a besoin d'être petit,
donc pour que ça puisse rentrer dans le téléphone. Ça consomme peu. Si ça bousille votre batterie au bout de 2 heures d'utilisation, c'est pas très intéressant. Et puis, il faut que ce soit conforme aux standards de sécurité, donc type NIS, IS31. Dans le futur, ces standards sont peut-être amenés à évoluer, on ne sait jamais, avec les technologies quantiques. Alors, pour répondre à ce besoin, il y a eu ce papier publié en 2014 par des chercheurs à l'Université de Genève, qui, pour répondre à ce besoin, ont décidé de prendre des composants un peu plus classiques, c'est-à-dire une LED et puis un capteur d'image CMOS, comme ce que vous avez dans vos téléphones, et ils ont décidé de construire un QRNG à partir de ces éléments-là. Donc l'idée, c'est simplement que la LED va générer un nombre de photons qui va fluctuer de manière aléatoire, et on va capter ces fluctuations en utilisant le capteur CMOS. Donc on a repris cette idée, puis on a décidé de tout intégrer dans un chip, dans une puce. Donc comme ça, donc juste pour vous donner une idée de la taille, ça fait 2 mm par 2 mm, c'est petit. Et puis à l'intérieur, il y a donc tous les éléments, donc, la LED, le capteur d'image CMOS, et puis toute l'électronique qui vient derrière avec des convertisseurs analogue to digital. Et puis on a un système de filtrage sur les bits afin d'avoir de meilleures performances. Donc on a fait des simulations sur ce système afin d'estimer ses performances. Et puis là, vous voyez la quantité d'aléas qu'on peut obtenir sur les bits 2 et 3 en fonction de l'intensité lumineuse de la LED. Et comme vous pouvez le voir, on est vraiment très très proche de la valeur maximale théorique qui est de 1. Donc là, c'est l'entropie par bit. Et ça pour une très grande plage d'intensité. Ce qui fait que même si on produit énormément de chips qui sont dans des conditions d'opération différentes, il y a des petites fluctuations, on sera toujours assuré qu'on est dans un domaine d'opération qui est optimal. Donc, en plus de nos simulations, évidemment, on a soumis notre puce au test du NIS et des tests d'IR. Ce sont des tests d'entropie et des tests d'aléas, des tests statistiques. Donc, nos chips passent tous ces tests. Également, le chip est certifié AIC Q100. Donc, c'est un standard de solidité, on va dire, du chip, pour être sûr qu'il fonctionne dans des environnements qui sont dits difficiles, donc température, résistance au choc, choses comme ça. Et du coup, on a une très grande gamme d'applications pour ces chips. Un cas d'application est dans les téléphones. Donc aujourd'hui, cette puce QRNG est implémentée dans des téléphones en Corée, dans des téléphones Samsung, et est utilisée pour assurer la sécurité de différents services, que ce soit de paiement, des services de crypto-monnaie, des services d'identification. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Il reste un peu plus de 10 minutes. Un peu plus de 10 minutes. Alors, la deuxième chose dont je voudrais vous parler, c'est le développement d'instrumentation pour la recherche. Donc, à ID Quantique, on travaille sur différents projets, mais un de nos projets principaux, c'est ce système qu'on a appelé ID281, qui est un système qui inclut des détecteurs supraconducteurs. Donc, on observe depuis quelques années une demande de plus en plus forte pour ce type de système. Et cela vient grâce à des performances qui sont vraiment exceptionnelles par rapport à des détecteurs de type SPAD. Donc, on peut avoir vraiment des très très bonnes efficacités, très proches de 100%, au-delà de 90% en tout cas, avec des faibles bruits et puis des caractéristiques temporelles, donc des précisions très bonnes, quelques dizaines de picosecondes de jitter et des temps morts de quelques dizaines de nanosecondes. Donc cette technologie a permis de développer beaucoup d'applications que je vais vous présenter dans les slides suivants.
Aussi, on travaille aussi donc, toujours sur le développement continuel de ces détecteurs. Dernièrement, nous avons développé donc, ce type de détecteur, ce qu'on a appelé des parallèles SNSPD. Alors, quel est l'avantage par rapport à un détecteur standard? Eh bien, comme vous pouvez le voir, le détecteur est divisé en différentes sections. Donc, chaque section est connectée en parallèle, ce qui permet deux avantages. Premièrement, on peut compter plus vite, donc ça a certains intérêts pour les communications quantiques courte distance. On a des taux de détection qui sont relativement élevés. Et deuxième avantage, qui est plus un avantage pour le quantum computing, c'est que ça permet de faire de la discrimination du nombre de photons. Donc là, vous voyez le signal qui a été pris à l'oscillo pour ce détecteur. On voit qu'on a 8 intensités qui sont parfaitement distinctes, et chaque intensité correspond à un nombre de photons détectés différent. Alors, les applications sont très larges pour ce type de détecteur. Donc, j'ai déjà mentionné la QKD. Il y a eu de nombreuses expériences sur plusieurs centaines de kilomètres pour des échanges de clés. Ça a été possible uniquement grâce à des détecteurs de type Supra. On a aussi des applications dans le quantum computing, je vais en parler un tout petit peu plus après. On a aussi eu un projet qui était assez intéressant, c'était un développement d'un OTDR pour contrôler les fibres dans la fusée Ariane 6. Juste pour vous donner un petit peu de contexte, sur le dernier lanceur Ariane, ils ont décidé de changer le déclenchement des explosifs pour détacher les différents étages. Ils sont passés de quelque chose qui était électrique à quelque chose qui était optique. Alors c'est plus léger, c'est moins coûteux, mais c'est plus fragile. Il fallait vérifier que les fibres ne soient pas endommagées avant le départ. Donc on a développé tout un système qui utilise nos SNSPD pour pouvoir faire le contrôle de ces fibres. Et puis bon, le nombre d'applications est très large, je ne vais pas toutes les détailler aujourd'hui. Des applications que je voudrais un petit peu plus mentionner, c'est par rapport à l'utilisation de ces détecteurs dans des calculateurs quantiques, donc des calculateurs à base de photons. Donc aujourd'hui, certains calculateurs à base de photons utilisent déjà des SNSPD. En effet, grâce à leur super performance, on a moins de pertes en sortie, donc on a des résultats de mesure qui sont beaucoup plus fiables. Mais une autre application serait donc d'utiliser les détecteurs parallèles que je vous ai présentés précédemment. Ils pourraient apporter deux avantages sur les calculateurs quantiques. Premièrement, il pourrait être utile pour la génération de photons uniques. Donc si on prend des sources de type SPDC, aujourd'hui on est obligé de les faire travailler à des taux de répétition qui sont relativement bas pour éviter d'avoir des événements à multiphotons qui génèrent des erreurs. Avec ces détecteurs PNR, on pourrait filtrer ces événements à plusieurs photons, ce qui permettrait d'augmenter la qualité de la source et également son taux de répétition. Et puis, une autre application, ce serait pour la mesure en sortie du chip. L'entreprise Xanadu, qui est basée à Toronto, a publié un papier où ils utilisent des détecteurs de type Transition Edge Sensor. Donc, c'est des détecteurs qui sont très bons pour discriminer le nombre de photons. Ils sont vraiment excellents à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'ils sont durs à utiliser. Ils ont besoin d'être refroidis à très très basse température, 100 millikelvin, et ils sont relativement lents par rapport à ce qu'on peut obtenir avec des SNSPD. Donc une alternative à ces détecteurs pourrait être nos détecteurs qui ont besoin de moins de puissance de refroidissement et qui sont beaucoup plus rapides pour être utilisés. J'arrive à la fin de ma présentation. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions,